Le silence s'empara du manoir comme une sentence. Ce n'était pas un silence ordinaire. Il était lourd, épais, presque palpable. Pas même le crépitement du bois dans la cheminée n'osait rompre cet instant. Dans la chambre principale, éclairée par des bougies vacillantes, un petit corps gisait immobile sur un lit trop grand pour lui. Le fils du baron veuf était là, pâle, froid, trop silencieux. Le médecin retira ses doigts du poignet de l'enfant avec un soupir las. Son visage trahissait ce que ses lèvres hésitaient à prononcer. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, du moins c'est ce qu'il croyait. « Il n'y a plus rien à faire », murmura-t-il, brisant le silence comme on briserait un verre fin. « La fièvre l'a consumé. Je suis désolé, monsieur le baron. » Le baron veuf demeura immobile, grand, imposant, vêtu du noir de deuil qu'il n'avait jamais quitté depuis la mort de son épouse. Il fixait son fils, Adrien, comme s'il se trouvait devant quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Il ne pleurait pas, ne criait pas, il regardait seulement. Les domestiques détournèrent le visage. Certains firent le signe de croix, d'autres pleurèrent en silence. « Mort !» murmura quelqu'un au fond. Le mot résonna comme un coup de tonnerre étouffé. Le baron ferma les yeux un instant. Sa mâchoire se crispa. Quand il les rouvrit, la froideur avait envahi son expression. « Préparez tout !» dit-il d'une voix basse et ferme. « Je ne veux pas de désordre. » Le médecin ramassa ses instruments, embarrassé. Il savait que cet enfant était tout ce qui restait à cet homme, le dernier lien qui le rattachait à l'amour qu'il avait connu un jour. Mais pour le monde, c'était fini. C'est alors qu'une voix faible, presque un murmure, s'éleva de la porte. « Il n'est pas mort. » Tous se tournèrent. Là se tenait Jeanne, la fille de la domestique, petite, maigre, vêtue de vêtements simples et usés, serrant son tablier de ses mains tremblantes. Son visage portait les marques de la fatigue, mais ses yeux brillaient comme des braises. « Qu'avez-vous dit ?» demanda lentement le baron. Elle déglutit difficilement, mais ne recula pas. « Il n'est pas mort, monsieur », répéta-t-elle avec plus d'assurance. « Son corps est encore chaud. » Un murmure traversa la pièce. « Quel culot !» siffla une gouvernante. « Comment osez-vous contredire un médecin ?» Le baron s'approcha d'elle, chaque pas résonnant sur le parquet. « Savez-vous ce que vous dites ?» demanda-t-il, la toisant. Elle baissa les yeux un instant, mais les releva aussitôt. « J'ai pris soin de lui quand personne d'autre n'était là, » dit-elle. « J'ai passé des nuits ici à essuyer sa sueur, à changer ses linges, à lui chanter pour qu'il n'ait pas peur. Je connais sa façon de respirer. » Le médecin fronça les sourcils. « Ma petite, la fièvre a poussé son cœur à ses limites. Il n'y a plus de pouls. »« Ah, oui, » répondit-elle, les larmes contenues. « Faible. Mais, ah !» Le baron hésita. Cette fillette, il connaissait à peine son nom. Il l'avait toujours vue comme faisant partie de l'arrière-plan de la maison, comme une ombre qui nettoyait les couloirs et ramassait les restes. Il ne l'avait jamais traitée avec gentillesse, parfois avec dureté, d'autres fois avec indifférence. « Éloignez-vous du lit, » ordonna-t-il. Elle obéit, mais ne quitta pas la pièce. Le médecin s'approcha de nouveau de l'enfant, lui toucha le poignet, puis la poitrine et secoua la tête. « Monsieur le baron, insister ne fera que prolonger la douleur. » C'est alors que Jeanne prononça quelque chose qui arrêta le temps. « S'il était mort, » dit-elle d'une voix étranglée, « pourquoi réagit-il encore à la chaleur ?» Avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, elle s'approcha du lit et saisit la main du garçon. Et à cet instant, un doigt bougea. Ce fut minime, presque imperceptible, mais cela se produisit. Le baron écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que c'était ?» s'exclama-t-il. Le médecin pâlit. « J'ai vu, » murmura-t-il. La pièce plongea dans un chaos contenu. Des murmures, des pas, des souffles coupés. La fillette tomba à genoux près du lit. « Il se bat, » dit-elle en pleurant. « Ne l'abandonnez pas maintenant. » Le baron sentit quelque chose se briser en lui.
Pour la première fois depuis la mort de son épouse, il eut peur de perdre. « Jeanne, restez !» ordonna-t-il d'une voix grave. « Faites ce qu'elle demande. » La gouvernante ouvrit la bouche pour protester, mais le regard du baron la fit taire. La fille de la domestique serra la main du garçon contre sa poitrine. Elle n'avait pas de remède coûteux, pas d'études, pas de pouvoir, seulement de l'amour. Et cette nuit-là, quand tous avaient abandonné, elle décida de faire l'impossible. La nuit avançait lentement, comme si le temps avait décidé d'observer en silence cette lutte invisible entre la vie et la mort. La chambre restait chauffée par les bougies et par la présence inquiète de la fille de la domestique, qui ne s'était pas éloignée du lit un instant. Assise sur le sol, le dos appuyé contre le flanc du lit, elle maintenait le petit corps du garçon enveloppé dans des couvertures, le pressant contre sa propre poitrine. Chaque fois que le froid menaçait de revenir, le médecin restait là, silencieux, observant attentivement, non plus avec la certitude d'avant, mais avec un malaise croissant. Quelque chose dans cette scène le perturbait profondément. Il avait déjà vu beaucoup de morts, il avait déjà annoncé beaucoup de faim, mais il n'avait jamais vu quelqu'un se battre de cette manière pour quelqu'un qui n'était pas de son sang. Le garçon respirait faiblement, irrégulièrement, comme si chaque souffle était une décision difficile. « Il brûle de l'intérieur », murmura la fillette. « La fièvre ne veut pas partir. »« Il n'y a plus de médicaments que nous puissions administrer », répondit le médecin d'un ton résigné. Son corps est épuisé. Elle ne répondit pas. Elle serra simplement les lèvres et continua de passer un linge humide sur le front de l'enfant, répétant le geste avec une patience presque surnaturelle. Le baron observait tout depuis l'ombre de la pièce. Il ne s'était pas assis, ne s'était appuyé sur rien. Il restait debout, rigide, comme si le moindre mouvement pouvait briser le fragile équilibre de ce moment. Son regard allait de l'enfant à la fillette, et de la fillette au passé qu'il avait feint d'ignorer. Qui était-elle, après tout? Il se rendit compte, avec une gêne croissante, qu'il n'avait jamais demandé le nom de la fille de la domestique. C'est ainsi que tous l'appelaient, jamais par son nom. Le souvenir lui vint comme un coup. Elle était petite lorsqu'elle était arrivée au manoir, accompagnant sa mère, une femme silencieuse qui avait accepté les tâches les plus lourdes sans jamais se plaindre. À l'époque, le baron était encore marié. Il y avait encore des rires dans la maison, il y avait encore de la chaleur humaine, mais le temps avait tout emporté et il était devenu dur. La fillette avait grandi entre des couloirs froids, des ordres secs et des regards qui ne s'attardaient jamais. Elle dormait dans une chambre improvisée, avec des murs humides et une fenêtre cassée. Elle mangeait après tout le monde, toujours après. Il y avait des jours où elle ne mangeait pas. Le baron se souvint d'une fois où il l'avait vue pieds nus en hiver, frottant le sol de la cuisine. Il lui avait ordonné de se dépêcher, rien de plus. Il ne lui avait jamais demandé si elle avait froid. Maintenant, elle tremblait, non seulement de fatigue, mais de quelque chose de plus profond. Malgré tout, elle restait. « Vous n'avez pas besoin de rester, » dit-il, rompant enfin le silence. « Vous avez déjà fait plus que ce qu'on attendait. » Elle leva lentement le visage. Ses yeux étaient rouges, profonds, marqués par une nuit sans repos. Mais il n'y avait pas de peur en eux. « J'en ai besoin, » répondit-elle. « Si je pars, il reste seul. » Ces mots frappèrent le baron avec force. Seul. C'est ainsi qu'il s'était senti lui-même depuis la mort de son épouse, seul au milieu des domestiques, des titres et de la richesse. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» demanda-t-il, non sans dureté, mais avec une confusion sincère. Elle mit du temps à répondre, son regard se perdit sur le visage du garçon, Adrien. « Parce que quand ma mère est morte, » commença-t-elle d'une voix basse, « personne ne s'est soucié de moi. » La pièce sembla rétrécir. Le baron sentit l'air lui manquer un instant. « Ma mère est tombée malade ici, » continua-t-elle. « Elle a travaillé jusqu'à ne plus pouvoir se lever. J'ai demandé de l'aide. Personne n'a écouté. Le jour où elle est morte, je suis resté assise à côté d'elle, comme je le suis maintenant. » Le médecin baissa la tête. « J'ai promis que je ne laisserais jamais quelqu'un mourir seul si je pouvais l'éviter.
compléta la fillette. Le baron ferma les yeux. La culpabilité commença à s'écouler en lui comme un poison lent. Le garçon toussa soudainement, un son faible, sec, mais réel. La fillette réagit immédiatement, le soutenant avec soin. « Ça fait mal, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle avec tendresse. « Tiens bon encore un peu. » Le baron fit un pas en avant. « Que faites-vous exactement ?» demanda-t-il. Elle respira profondément. « Ma mère m'a appris quelque chose, » répondit-elle. « Des herbes simples, la chaleur. Ce n'est pas un miracle, c'est de l'attention. Ce n'est pas dans les livres, » commenta le médecin hésitant. « Tout ce qui sauve n'est pas dans les livres, » rétorqua-t-elle sans agressivité. Le médecin ne répondit pas. L'horloge marqua 3 heures du matin. La fièvre augmenta. Le garçon commença à s'agiter, gémissant en délire. La fillette l'enveloppa dans ses bras, protégeant sa tête contre sa propre poitrine, comme une mère le ferait. « Chut !» murmurait-elle. « N'aie pas peur. Je suis là. » Le baron sentit quelque chose lui brûler les yeux. Il n'avait jamais fait cela. Il n'avait jamais tenu son fils ainsi. Il y avait toujours eu la distance, les domestiques, les règles, la posture. Mais là, cette fillette faisait ce qu'il n'avait jamais appris. « Si l'Empire, » commença le médecin. « Il n'empirera pas, » l'interrompit-elle, avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Il veut encore vivre. » Le baron réalisa alors que ce n'était pas de l'espoir aveugle, c'était une foi construite dans la douleur. La nuit avança. À un certain moment, la fatigue vainquit le corps de la fillette. Ses yeux se fermèrent quelques secondes, mais ses mains ne lâchèrent pas le garçon. Elle s'endormit assise avec l'enfant protégé contre sa poitrine. Le baron s'approcha en silence. Il observa son visage de près pour la première fois. Il y avait d'anciennes marques sur les poignets, de petites cicatrices sur les mains, des signes d'une enfance trop travaillée. Il tendit la main et la retira avant de toucher. Il ne savait pas comment. Le médecin s'approcha et vérifia à nouveau les signes de l'enfant. Son visage changea. « La fièvre, » murmura-t-il, « est en train de baisser. » Le baron retint sa respiration. Le pouls est plus ferme. Un miracle silencieux se dessinait. La fillette se réveilla avec le mouvement. « Il va mieux ?» demanda-t-elle avant même d'ouvrir complètement les yeux. Le médecin se sentit incapable de cacher son étonnement. Il réagit. Elle sourit. Un sourire petit, fatigué, mais vrai. « Je l'avais dit. » Le baron sentit ses jambes fléchir. Il s'assit pour la première fois, là, devant cette fillette qu'il n'avait jamais vraiment regardée. L'impossible commençait à se produire, mais la lutte n'était pas encore terminée et la nuit gardait son moment le plus cruel. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, ne la laissez pas se terminer ici. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage avec moi et ne pas manquer les prochains chapitres de cette histoire qui réserve encore des moments de douleur et d'espoir. Aimez la vidéo. Cela aide cette histoire à atteindre plus de personnes qui ont aussi besoin de sentir que l'amour peut encore vaincre. Partagez avec quelqu'un qui croit que même dans les moments les plus sombres, un geste peut tout changer. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Quelle partie vous a le plus touché jusqu'à présent? Votre présence ici donne une voix à des histoires qui ne devraient jamais être oubliées. L'amélioration apparue à l'aube fut trop brève pour apporter un véritable soulagement. Le ciel était encore teinté de gris lorsque le garçon commença à trembler étrangement, différemment de tout ce qui s'était passé pendant la nuit. Ce n'était pas le tremblement de la fièvre ordinaire, ni le délire agité. C'était quelque chose de plus profond, comme si le corps lui-même abandonnait. La fille de la domestique fut la première à s'en rendre compte. Elle le sentit avant de le voir. Le petit corps, auparavant chaud et lourd contre sa poitrine, devint soudainement trop léger. Le rythme de sa respiration changea, devenant irrégulier, espacé, presque absent. « Non !» murmura-t-elle, se redressant immédiatement. « Non, pas maintenant !» Le médecin, qui conversait à voix basse avec le baron près de la fenêtre, se retourna en entendant le ton de la voix de la fillette. « Qu'y a-t-il »« Il est différent », répondit-elle avec urgence. « Très différent.
Le baron s'approcha rapidement du lit. Pour la première fois, il se pencha sur son fils sans se soucier de sa posture, de son titre ou de sa contenance. Il lui toucha le visage. C'était froid. « Ce n'est pas possible », murmura le médecin, posant déjà les doigts sur le poignet de l'enfant. La fièvre avait cédé. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. « Le pouls faiblit », dit le médecin, la voix plus basse que jamais. « S'il continue ainsi, il… » Il ne termina pas la phrase. Ce n'était pas nécessaire. La fille de la domestique sentit le désespoir monter comme une vague violente. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa gorge. Elle enveloppa à nouveau le garçon, le pressant plus fort, comme si elle pouvait lui transférer sa propre chaleur, sa propre vie. « Reste avec moi », répétait-elle presque implorante. « S'il te plaît, reste avec moi. » Le baron observait la scène, les yeux écarquillés, paralysé entre la peur et l'incrédulité. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Lui qui commandait sur les terres, les gens et les destins, n'avait plus aucun pouvoir face à ce corps fragile. « Faites quelque chose », ordonna-t-il au médecin, la voix brisée. L'homme secoua la tête. « Si son corps entre en choc, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire ici. » La fillette leva le visage, les yeux embués, mais brûlant d'une détermination féroce. « Monsieur, dit-elle, il y a une chose. »« Nazaquet » demanda le baron, presque sans espoir. Elle hésita un instant. « Un seul instant. Je dois le porter jusqu'à la vieille grange près de la forêt, » répondit-elle. « Là, il y a encore le poêle en pierre. La chaleur constante peut empêcher le corps de s'éteindre. » Le médecin fronça les sourcils. « C'est de la folie, sortir un enfant dans cet état. S'il reste ici, il meurt, » l'interrompit-elle, sans élever la voix, mais avec une fermeté absolue. « Si nous y allons, il a encore une chance. » Le baron sentit le monde tourner. « Cette zone est interdite depuis des années, » dit-il. « Elle est froide, humide, dangereux, c'est d'abandonner, » répondit-elle. Le baron regarda son fils, puis la fillette, et à ce moment quelque chose changea définitivement en lui. « Faites comme elle dit, » ordonna-t-il. Alors les domestiques se regardèrent, effrayés. Personne n'avait jamais entendu le baron parler sur ce ton. Ce n'était ni autoritaire, ni froid, c'était suppliant. Le mouvement commença à la hâte, des couvertures furent apportées. Un lourd manteau enveloppa le garçon. La fille de la domestique ne permit à personne de le porter, à part elle-même. « Il a besoin de sentir qu'il n'est pas seul, » insista-t-elle. Le baron ne discuta pas. Ils traversèrent les couloirs encore sombres du manoir. Le sol en pierre était glacial. Le vent s'engouffrait par les fissures. Chaque pas semblait un risque. Quand ils arrivèrent à l'extérieur, le froid du matin les coupa comme une lame. La fillette serra encore plus le garçon contre son corps, lui protégeant le visage avec son épaule. « Tiens bon, » murmura-t-elle, « juste un peu plus. » Le chemin jusqu'à la grange était court mais parut éternel. Quand ils arrivèrent enfin, l'endroit était comme le baron s'en souvenait, abandonné, couvert de poussière et de toiles d'araignée, mais le vieux poêle en pierre était toujours là. « Allumez le feu !» ordonna-t-il. Pendant que les domestiques s'affairaient, le médecin examina à nouveau l'enfant. « Le pouls est presque imperceptible, » dit-il d'une voix grave. La fille de la domestique sentit la panique menacer de l'engloutir, mais elle ne se laissa pas tomber. « Non, pas maintenant !» Le feu commença à crépiter. Elle s'assit sur le sol près du poêle, gardant le garçon enveloppé dans des couvertures, ajustant sa position pour que la chaleur l'atteigne de manière constante, sans le brûler. « Ne dors pas, » lui murmurait-elle. « Écoute ma voix. » Le baron observait en silence. Chaque geste d'elle était précis, instinctif, chargé de soin. Il n'y avait pas de précipitation désordonnée, il y avait de l'urgence et de l'amour. Le temps passa cruellement. Des minutes semblaient des heures. Le médecin toucha à nouveau le pouls du garçon. Son visage resta trop sérieux. « Il est… » murmura-t-il. Le baron sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Non, » dit-il, la voix défaillante. « Non, pas encore. » C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit.
La fillette commença à chanter une chanson simple, ancienne, presque une lamentation. Sa voix était rauque de fatigue, mais elle portait une douceur qui remplissait l'espace vide de la grange. C'était la même chanson qu'elle avait chantée à sa mère. C'était la même qu'elle s'était chantée les nuits où elle pleurait seule. Le médecin observa. Le baron sentit les larmes couler sans résistance. Le garçon bougea, un mouvement faible, presque imperceptible. « Vous avez vu ça ?» murmura le baron. Le médecin s'approcha rapidement. « Attendez !» Il toucha à nouveau le pouls et ses yeux s'écarquillèrent. « Ça revient !» La respiration devint un peu plus profonde. Le froid commença à céder. La fillette ne cessa de chanter. Ce n'est que lorsque le garçon respira plus régulièrement qu'elle permit à son corps de se détendre un peu. Ce fut à cet instant qu'elle s'effondra. Son corps, trop épuisé pour continuer, céda simplement. Elle s'évanouit là même, tenant toujours le garçon. « Elle !» s'exclama le baron, en courant vers elle. Le médecin l'examina rapidement. « Elle a une forte fièvre, dit-il. Épuisement extrême. Si elle ne se repose pas... » Le baron déglutit difficilement. « Alors maintenant, c'est son tour, » murmura-t-il. L'homme qui ne s'était jamais agenouillé devant personne s'agenouilla là, sur le sol sale de la grange, tenant la main de cette fillette qui avait sauvé son fils au prix de ses propres forces. « Je ne vous laisserai pas mourir, » dit-il à voix basse, presque une promesse désespérée. « Pas après tout ça. » Dehors, le soleil commençait enfin à se lever. Mais à l'intérieur de la grange, la lutte n'était pas encore terminée. Et pour la première fois, le baron comprit que le plus grand défi de cette histoire ne faisait peut-être que commencer. Le soleil s'était déjà levé quand ils réalisèrent que la bataille avait seulement changé de visage. Le garçon respirait plus régulièrement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme encore fragile, mais constant. La chaleur du poêle, la chanson et les soins avaient empêché la vie de s'échapper complètement. Maintenant, il dormait profondément, comme quelqu'un qui avait traversé un champ de bataille invisible. Mais la fillette, Jeanne, ne se réveillait pas. Le baron était agenouillé à ses côtés, lui serrant la main avec force, comme si ce geste pouvait la maintenir ici. Sa peau brûlait. Son visage, auparavant marqué par la détermination, semblait maintenant trop petit, presque enfantin, envahi par une pâleur inquiétante. « Apportez de l'eau !» ordonna-t-il, la voix basse, mais urgente. « Des linges propres, tout ce qu'il y a. » Les domestiques coururent. Le médecin examinait la fillette avec une attention croissante, le front profondément plissé. « Sa fièvre est trop élevée, » murmura-t-il. « Son corps est à bout. »« Elle a besoin de repos, » dit le baron. « Emportez-la à l'intérieur, dans la chambre de mon fils. » La gouvernante hésita. « Monsieur, cette chambre ?» Le baron leva le regard. « C'est un ordre. » Personne ne discuta plus. Ils emportèrent la fillette avec soin, comme s'ils craignaient de la briser. Le baron marchait à côté, observant chaque mouvement, chaque respiration irrégulière. Quelque chose en lui se retournait douloureusement. C'était comme si à chaque pas, il était forcé de regarder tout ce qu'il avait ignoré pendant des années. Ils la placèrent sur le grand lit, enveloppée dans des draps propres. Le médecin donna des instructions, presse froide et repos absolu. Il prononça des mots techniques, tenta de maintenir son calme professionnel, mais le baron le remarqua. Lui aussi avait peur. « Elle a donné tout ce qu'elle avait, » dit le médecin finalement. « Maintenant, le corps réclame son dû. » Le baron acquiesça lentement. « Alors elle recevra tout ce dont elle aura besoin, » répondit-il. Quand le médecin quitta la chambre, le baron resta seul avec elle. Le silence là était différent du silence de la nuit précédente. Ce n'était pas un silence de mort annoncé, c'était un silence d'attente, une attente angoissante qui semblait éprouver chaque nerf du corps. Il s'assit sur la chaise près du lit, observa son visage attentivement, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il vit les anciennes marques sur ses poignets, plus évidentes maintenant. De petites coupures cicatrisées sur les mains, un ongle cassé, un autre usé.
des signes d'une vie trop dure pour quelqu'un d'aussi jeune. « Comment n'ai-je pas vu ?» murmura-t-il pour lui-même. La mémoire le trahit à nouveau. Il se souvint de la fois où elle avait demandé à ne pas travailler parce que sa mère était malade. Il avait refusé sèchement, disant qu'il ne payait pas de salaire. Il se souvint du lendemain matin, quand sa mère n'était plus apparue. Il n'avait jamais demandé la raison. Il se souvint des fois où la fillette avait été accusée injustement de choses qu'elle n'avait pas faites. Il avait toujours cru les autres, jamais elle. Et maintenant c'était elle qui maintenait son monde debout. La fillette bougea légèrement. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres. « Je suis là », dit le baron, avant même de réaliser qu'il parlait à voix haute. Elle ne se réveilla pas, mais sembla se calmer un peu. Des heures passèrent, le baron ne se leva pas. Les domestiques entraient et sortaient, apportant de l'eau, changeant les linges, mais il restait là comme un gardien silencieux. Pour la première fois depuis la mort de son épouse, il ne sentait pas le poids du temps, seulement la peur de perdre une autre vie par son omission. À un certain moment, la gouvernante s'approcha avec précaution. « Monsieur, » commença-t-elle, « il y a quelque chose que vous devez savoir. » Le baron leva un regard attentif. « Parlez !» Elle respira profondément. La fillette n'a jamais reçu son salaire complet. Souvent, elle n'a rien reçu. Le baron sentit le coup comme un poing dans l'estomac. Comment ça? Après la mort de sa mère, elle a continué à travailler, mais... La gouvernante hésita. Certains ont pensé que cela ne faisait aucune différence. Elle ne se plaignait pas, jamais. Le baron ferma les yeux. « Autre chose ?» demanda-t-il, la voix contrôlée avec effort. « Oui. » La gouvernante baissa la tête. « Il y a eu des punitions qui sont peut-être allées trop loin. » Le silence devint insupportable. « Sortez, » dit-il finalement. Quand il fut seul à nouveau, le baron sentit ses mains trembler. « Pardon, » murmura-t-il, regardant la fillette inconsciente. « S'il y a un moyen de réparer, je le ferai. » Sa fièvre monta en fin d'après-midi. Le médecin fut appelé à nouveau. Son visage était trop sérieux pour réconforter. « Nous devons être honnêtes, » dit-il. « Elle est très faible. Son corps a lutté au-delà de ses forces. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le baron tendu. « Cela signifie que la prochaine nuit sera décisive. » Le baron acquiesça lentement. « Alors je resterai, » répondit-il, « tout comme elle est restée. » La nuit tomba lourdement. Le vent frappait les fenêtres, les faisant grincer. Le baron restait à côté du lit, tenant la main de la fillette, répétant en silence des mots qu'il n'avait jamais dits à personne. Des promesses, des regrets, des supplications. À un certain moment, elle ouvrit les yeux. Ce fut rapide, un bref instant, mais réel. « Adrien » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Le baron se pencha immédiatement. « Il est vivant » répondit-il avec une émotion contenue. « Il dort. Vous l'avez sauvé. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Alors, ça valait le coup » murmura-t-elle. « Ne dites pas ça » dit-il avec fermeté. « Vous aussi, vous allez vivre. » Elle tenta de sourire, mais n'y parvint pas. « Monsieur, » murmura-t-elle, « si je ne me réveille pas... » « Non, » l'interrompit-il, la voix défaillante. « Ne parlez pas ainsi. » Elle respira difficilement. « Prenez soin de lui, » demanda-t-elle. « Ne le laissez pas grandir seul. » Le baron sentit quelque chose se briser définitivement en lui. « Je le promets, » dit-il d'une voix étranglée. « Et je promets plus, je ne laisserai plus jamais. » Ses yeux se refermèrent. Le médecin observait en silence. « Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre, » dit-il finalement. Le baron resta là. La nuit avançait. Chaque respiration de la fillette était une incertitude, chaque minute, un test. Et pendant que le manoir dormait, un homme puissant découvrait de la manière la plus cruelle que certaines dettes de l'âme ne sont réclamées que lorsqu'il est déjà trop tard, ou presque. L'aube avançait comme une bougie qui se consume lentement, menaçant de s'éteindre à tout instant. La chambre était plongée dans la pénombre. Seule une lampe à huile restait allumée près du lit, où la fillette luttait en silence. L'air était lourd, chargé de peur, de regrets et d'attente.
Chaque son, le craquement lointain du bois, le vent contre les fenêtres, semblait trop fort. Le baron ne s'était pas déplacé. Depuis que la nuit était tombée, il était resté assis à côté du lit, tenant la main de la fillette, comme si ce geste était le dernier fil qui la rattachait au monde. Ses grands doigts contrastaient avec sa petite main fragile, trop chaude, moite de la fièvre qui refusait de céder. Le médecin dormait sur une chaise proche, vaincu par la fatigue, mais suffisamment attentif pour se réveiller à la moindre altération. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Le baron leva le visage immédiatement. « Entrez », dit-il à voix basse. La gouvernante entra, hésitante. Son visage portait une expression mêlant culpabilité et urgence. Elle referma la porte derrière elle avec précaution, comme si elle craignait que le moindre bruit ne puisse briser quelque chose d'invisible. « Monsieur », commença-t-elle, mais hésita. « Dites », répondit le baron, « quoi que ce soit. » Elle respira profondément. « Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, quelque chose que j'aurais peut-être dû vous dire il y a de nombreuses années. » Le baron sentit son cœur se serrer. « Parlez vite. » La gouvernante jeta un regard rapide à la fillette inconsciente, puis se tourna vers le baron. « Sa mère, commença-t-elle, ce n'était pas juste une domestique comme les autres. » Le baron fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par là ?» La femme déglutit difficilement. « Elle est arrivée ici enceinte, seule, en fuite. Elle a dit qu'elle avait besoin de travailler, qu'elle accepterait n'importe quelle condition. » La mémoire du baron revint, trop nette. Il se souvenait de cette femme silencieuse, fière malgré sa pauvreté, avec un regard qui ne s'abaissait jamais complètement. « Elle n'a jamais parlé du père de l'enfant, » continua la gouvernante. « Mais il y avait des rumeurs. » Le baron sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Des rumeurs de quoi ?» La gouvernante serra les mains l'une contre l'autre. Qu'il s'agissait de quelqu'un de cette maison. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Le baron sentit comme si le sol avait cédé sous ses pieds. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Peut-être, » répondit-elle, « ou peut-être était-il simplement plus facile de faire comme si l'on ne savait pas. » Le baron se leva lentement, s'éloignant du lit. Il marcha jusqu'à la fenêtre et resta là, fixant son reflet déformé dans le verre sombre. « Vous êtes en train de dire que... » commença-t-il, mais sa voix faiblit. « Je suis en train de dire que la fillette pourrait ne pas être seulement la fille d'une domestique, » compléta la gouvernante avec précaution. « Elle pourrait être du sang de cette famille. » Le baron ferma les yeux. Le souvenir lui vint comme un coup brutal. Des années auparavant, avant la maladie de son épouse, avant la mort, avant que tout ne devienne gris, il se souvenait d'une nuit, une seule nuit de faiblesse, de solitude et de silence partagé avec quelqu'un qu'il avait écouté quand personne d'autre ne le faisait. Il n'en avait jamais parlé, n'avait jamais voulu s'en souvenir. « Elle n'a jamais rien demandé, » continua la gouvernante, la voix étranglée. « Jamais plaint, jamais rien révélé. Elle a élevé sa fille en silence jusqu'à mourir ici en travaillant. » Le baron sentit le poids de la vérité l'écraser. « Si c'est vrai, » murmura-t-il, « j'ai échoué 2 fois. » La gouvernante baissa la tête. « Peut-être est-il encore temps de ne pas échouer une 3e fois. » Le baron se tourna vers le lit, regarda la fillette avec de nouveaux yeux, non plus comme quelqu'un à qui il devait de la gratitude, mais comme quelqu'un à qui il devait la justice. Il s'approcha à nouveau et lui tint la main avec plus de délicatesse que jamais. « Si vous l'êtes, » murmura-t-il, « si vous êtes vraiment ma fille. » La phrase mourut sur ses lèvres. La fillette bougea soudainement. Un petit mouvement, mais suffisant pour arracher tout le monde au silence. Ses lèvres tremblèrent et un faible son s'échappa. « Maman » murmura-t-elle. Le baron sentit son cœur se briser. « Je suis là » dit-il, sans réfléchir, sans mesurer ses mots. Ses yeux s'ouvrirent lentement, troubles, confus. Elle mit du temps à fixer son visage. « Monsieur » murmura-t-elle, essayant de comprendre. « Reposez-vous » demanda-t-il avec douceur. « Vous n'êtes pas seul. » Une larme coula sur son visage. « J'ai fait ce que j'ai pu » murmura-t-elle.
Je ne voulais juste pas qu'il meure. »« Adrien n'est pas mort, » répondit le baron, la voix prise par l'émotion. « Grâce à vous. » Elle ferma les yeux à nouveau, épuisée, mais un petit sourire se forma sur ses lèvres. « Alors, tout va bien. » Le médecin se réveilla avec le mouvement et s'approcha rapidement. « La fièvre a commencé à baisser, » dit-il après l'avoir examinée, très lentement, mais elle baisse. Le baron sentit l'air revenir dans ses poumons. « Elle va vivre ?» demanda-t-il, presque implorant. Le médecin hésita. « Parfois, c'est suffisant. » La gouvernante se retira en silence, laissant le baron seul avec la fillette et la vérité qui pulsait maintenant dans sa poitrine comme une plaie ouverte. Au lever du jour, lorsque la première lumière toucha la chambre, le baron prit une décision. Peu importait ce que le monde dirait, peu importait le passé, peu importèrent les titres. Si cette fillette survivait, elle ne serait plus jamais invisible et son nom ne serait plus jamais prononcé en murmure. Le lendemain arriva sans demander la permission. La lumière du soleil entra par les hautes fenêtres du manoir comme quelque chose d'étrange, presque indu, illuminant un lieu qui pendant des années avait vécu enveloppé d'ombre. La chambre était silencieuse, à l'exception du son de la respiration de la fillette, maintenant plus stable, encore faible, mais vivante. Le baron restait à côté du lit, il n'avait pas dormi, n'avait pas fermé les yeux un seul instant. Il avait passé la nuit entière à observer chaque changement sur son visage, chaque respiration, chaque petit mouvement qui pouvait indiquer si la vie était encore là. Quand le médecin revint ce matin-là, il apporta avec lui une expression différente, moins chargée d'incertitude. « La fièvre a cédé pendant la nuit, » dit-il après l'avoir examinée avec soin. Le corps est encore affaibli, mais elle a passé le pire. Le baron expira lentement, comme s'il avait retenu son souffle pendant des jours. « Alors elle va vivre. »« Oui, » confirma le médecin, « mais elle aura besoin de soins, de beaucoup de repos et de quelque chose que je prescris rarement. La paix. » Le baron acquiesça. « Elle aura tout cela. » Le médecin observa le baron un instant avant de partir, comme s'il tentait de comprendre l'homme qu'il voyait maintenant devant lui. Ce n'était pas le même que celui qui avait annoncé des ordres froids quelques jours auparavant. Dès qu'ils furent seuls, le baron se pencha plus près du lit. « Vous avez gagné, » murmura-t-il, « bien qu'elle dorme encore. Et vous m'avez aussi vaincu. » Peu après, la fillette commença à se réveiller. Ce fut lent. D'abord, un léger froncement de sourcils, puis un soupir plus profond. Enfin, ses yeux s'ouvrirent, confus, effrayés, cherchant quelque chose qu'il ne savait nommer. « Calme-toi, » dit le baron immédiatement d'une voix douce. « Vous êtes en sécurité. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se concentrer. « Je... » murmura-t-elle. « Où suis-je ?»« Dans la chambre du garçon, » répondit-il. « Vous allez mieux maintenant. » Elle tenta de bouger, mais son corps répondit avec faiblesse. Un gémissement s'échappa de ses lèvres. « Ne vous forcez pas, » demanda le baron. « Vous avez été très malade. » Elle le regarda, le reconnaissant, enfin. La peur apparut dans ses yeux, automatique, ancienne. « Pardon, » dit-elle immédiatement. « Je n'ai pas voulu désobéir. Je n'ai fait que... » « Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il avec fermeté, mais sans dureté. « Vous avez sauvé une vie. » Elle ne sembla pas comprendre. « Le garçon... » murmura-t-elle. « Il est vivant ?» répondit-il. « Il dort assez profondément pour vous appeler à son réveil. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Grâce à Dieu. » Le baron sentit sa poitrine se serrer. « Grâce à vous. » Elle tourna le visage, embarrassée, comme si elle ne savait pas comment recevoir ces mots. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste, » dit-elle. « Et cela, » répondit-il, « c'est plus que ce que beaucoup ont fait. » De l'extérieur de la chambre, la maison commençait à s'éveiller. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs. La nouvelle se répandait trop vite pour être contenue. La fille de la domestique avait survécu le fils du baron et quelque chose avait changé à l'intérieur de ses murs.
Le même matin, le baron prit sa première décision publique. Il appela tous les domestiques au grand salon. La fillette, encore faible, n'était pas présente, mais elle sentait le poids de l'agitation même allongée. Le silence de la maison avait une autre texture maintenant, curieuse, inquiète. Le baron se tint debout devant eux. « Je veux que tous sachent, » commença-t-il d'une voix ferme, « que la fillette que beaucoup ici ont ignorée a sauvé mon fils quand tous avaient abandonné. » Il y eut des murmures. « À partir d'aujourd'hui, » continua-t-il, « personne n'osera la traiter comme invisible dans cette maison. » La gouvernante baissa la tête. « Plus que cela, » dit le baron en respirant profondément, « elle vivra sous ma protection directe. » Le salon fut sous le choc. « Monsieur, » tenta quelqu'un. « Ce n'est pas une requête, » coupa-t-il. Le même jour, la nouvelle dépassa les portes du manoir. La ville, qui pendant des années avait vu le baron comme un homme distant et inflexible, commença à chuchoter. Certains disaient qu'il était devenu fou de douleur, d'autres qu'il avait été touché par un miracle, quelques-uns se méfiaient. « Pourquoi tant de zèle pour la fille d'une domestique ?» demandait-il. Les questions commencèrent à déranger. Le baron savait que ce moment arriverait, et quand il arriva, il ne se cacha pas. Dans l'après-midi du même jour, il reçut une visite inattendue. Un homme grand, vêtu de vêtements trop élégants pour quelqu'un qui se présentait sans invitation. « J'ai appris l'incident, » dit-il après s'être présenté. « La ville entière en parle. »« La ville commande toujours, » répondit le baron sèchement. « Que désirez-vous » L'homme sourit, un sourire inconfortable. « Juste comprendre, » dit-il. « Pourquoi un tel changement » Le baron soutint son regard. « Parce que je me suis trompé. » Le visiteur parut surpris. « Ce n'est pas commun d'entendre cela de la part de quelqu'un comme vous. »« Ni de sauver des vies, » répondit le baron. « Mais c'est arrivé. » L'homme inclina la tête. Certains diraient qu'il y a plus dans cette histoire. Le baron ne recula pas. Certains diront toujours. Après le départ de l'homme, le baron traversa les couloirs jusqu'à la chambre de la fillette, s'assit à nouveau à ses côtés. « Le monde extérieur va parler, » dit-il à voix basse, « et il essaiera peut-être de faire mal. » Elle le regarda confuse. « Pourquoi » Il hésita. « Parce que le monde n'aime pas quand les choses changent. » Elle resta silencieuse un instant. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, » dit-elle finalement. « Je ne veux juste plus être oubliée. » Le baron sentit le poids de cette phrase. « Vous ne le serez plus jamais, » répondit-il. « Je le promets. » Mais en disant cela, il savait. Les promesses sont faciles dans le silence. Le vrai test viendrait quand tout le monde commencerait à écouter, et la ville était déjà éveillée. La ville n'avait jamais vraiment dormi, elle attendait seulement. Ce matin-là, avant même que les cloches de l'église ne sonnent la première heure, des chuchotements traversaient déjà les rues pavées. Les gens se rassemblaient aux portes, aux fenêtres, dans les marchés improvisés, répétant la même histoire avec des versions de plus en plus déformées. Le fils du baron avait vécu, la fille de la domestique aussi, et quelque chose avait changé à l'intérieur du manoir. Pour beaucoup, c'était un sujet de curiosité, pour d'autres de méfiance, et pour quelques-uns de menace. Le baron le savait. C'est pourquoi, lorsqu'il décida de quitter le manoir ce matin-là, il ne le fit pas en silence. Il s'habilla avec sobriété, mais sans le noir lourd qui l'avait accompagné pendant des années. Il marchait droit comme toujours, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans son regard. Non pas de l'arrogance ni de la froideur, mais de la détermination. La fillette restait dans la chambre, encore trop faible pour sortir. La gouvernante s'occupait d'elle, changeant les linges, lui offrant de l'eau petit à petit. « Monsieur va revenir ?» demanda la fillette à voix basse, lorsque le baron s'approcha pour lui dire au revoir. « Oui, » répondit-il, « et quand je reviendrai, rien ne sera comme avant. » Elle ne comprit pas complètement, mais elle le sentit. « Soyez prudent, » dit-elle. Ces mots simples touchèrent le baron avec plus de force que n'importe quelle accusation.
Il sortit. Sur la place centrale, les gens se rassemblaient déjà. Il n'y avait pas d'annonce officielle, mais tous savaient. Quand le baron apparaissait en public, quelque chose d'important allait se produire. Certains se turent en le voyant, d'autres chuchotèrent encore plus. Il est devenu fou. On dit qu'il va reconnaître la fillette. Une domestique ne peut pas devenir une dame. Le baron monta les marches du bâtiment administratif de la ville, l'hôtel de ville, et se tourna vers la foule. Le brouhaha cessa peu à peu. « Je suis venu parce que j'ai entendu ce qui se dit », commença-t-il d'une voix ferme, « et parce que je ne permettrai pas que les mensonges remplacent la vérité. » Certains se regardèrent. « Mon fils a été au bord de la mort, » continua-t-il. « Il a été déclaré perdu par tous, y compris par moi. » Un murmure traversa la place. « La seule personne qui n'a pas abandonné, » dit-il. « C'est une fillette que beaucoup ici ont appris à ignorer. » Le silence s'approfondit. Elle n'a rien demandé en retour, n'a pas exigé de reconnaissance. Elle a risqué sa propre vie et l'a presque perdue. Un homme dans la foule cria « Cela ne change pas son sang !» Le baron se tourna lentement vers la voix. « Le sang !» répéta-t-il. « Parlons-en » Alors, le cœur du baron battait fort, mais sa voix ne vacilla pas. « Pendant des années, j'ai permis des injustices dans cette maison et dans cette ville, » dit-il. « Par commodité, par lâcheté, par silence. » Certains visages se fermèrent. « La mère de cette fillette est morte en travaillant pour moi, » continua-t-il, « sans aide, sans soutien, et c'est une faute que je porte. » Le choc se répandit. « Maintenant, » dit-il, « on me demande pourquoi je la protège. » Il respira profondément. « Parce qu'elle a fait ce qu'aucun de nous n'a fait. Elle a choisi d'aimer quand il était plus facile de détourner le regard. » La place était muette. « Et je dis plus, » ajouta-t-il, « à partir d'aujourd'hui, elle ne sera plus appelée la fille de la domestique. » Les regards se croisèrent, tendus. « Elle vivra sous mon nom et ma responsabilité. » Un brouhaha éclata. « C'est un scandale, il ne peut pas faire ça. Et l'héritage » Le baron leva la main. « Je peux, » répondit-il, « et je le ferai. » De l'autre côté de la ville, la fillette sentit quelque chose d'étrange pendant qu'elle se reposait, un serrement dans la poitrine, comme si le monde bougeait, sans qu'elle puisse le voir. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à la gouvernante. La femme hésita. « Le baron parle de vous devant tout le monde. » La fillette pâlit. « Je n'ai pas demandé cela. »« Je sais, » répondit la gouvernante avec douceur. « C'est pour cela que c'est important. » Sur la place, le baron conclut « Qui veut continuer à vivre dans le passé est libre de le faire, mais ne le fera pas sous ma protection. » Il y eut un silence, puis quelque chose d'inattendu. Une femme sortit de la foule, puis une autre. Et une autre. « J'ai vu la fillette dans la grange, » dit l'une d'elles. « Elle n'a pas lâché l'enfant même quand elle est tombée. »« Moi aussi, » dit un homme plus âgé. « Ce n'était pas de l'intérêt, c'était de l'amour. » Les voix commencèrent à se multiplier. Toutes ne s'accordaient pas, toutes n'acceptaient pas, mais la graine était semée. Lorsque le baron rentra au manoir cet après-midi-là, il trouva la fillette éveillée, assise avec effort sur le lit. « Vous avez parlé de moi ?» dit-elle nerveuse. Il s'approcha lentement. « J'ai dit la vérité, » répondit-il. « Et maintenant ?» Il s'agenouilla devant elle, au même niveau. « Maintenant, » dit-il. « Le monde devra apprendre à vous regarder. » Elle eut peur. « Je ne sais pas si j'en suis capable. » Le baron lui tint les mains. « Vous avez déjà fait le plus difficile de tout, » dit-il. « Survivre sans jamais avoir été vu. » Dehors, les cloches sonnèrent. La ville n'était plus la même, mais le plus grand défi restait à venir. Parce que quand les vérités éclatent, tous n'acceptent pas de perdre le contrôle. Le silence après le discours du baron ne dura pas longtemps. La ville pouvait même sembler calme à première vue, mais sous les vieilles pierres et les regards polis, quelque chose bougeait.
Une inquiétude ancienne, alimentée par l'orgueil blessé, des traditions rigides et des intérêts qui n'avaient jamais été remis en question et qui étaient maintenant menacés. Le lendemain matin, le baron fut réveillé avant l'aube par des coups fermes à la porte de son bureau. « Monsieur », dit le domestique visiblement nerveux, « il y a des hommes de l'administration de la ville ici. Ils disent être venus traiter d'une affaire urgente. » Le baron s'y attendait déjà. Il s'habilla calmement, comme quelqu'un qui sait que la tempête ne s'évite pas en courant. Avant de quitter sa chambre, il passa par l'appartement de la fillette. Elle dormait à nouveau, faible, mais respirant tranquillement. Il resta là quelques secondes, l'observant comme s'il avait besoin de garder cette image. « Sois forte », murmura-t-il sans la réveiller. Dans le grand salon, 3 hommes attendaient, tous bien vêtus, tous avec des expressions mêlant fausse cordialité et fermeté calculée. C'étaient des représentants de l'ordre local, des hommes habitués à décider des destins sans jamais demander à qui cela affecterait. Le baron salua le plus âgé. « Nous vous remercions de nous recevoir. Je ne remercie pas les visites non annoncées, répondit-il, mais dites vite ce que vous êtes venu dire. » L'homme s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici à cause de la fillette. » Le baron garda un visage impassible. « J'imaginais. »« Il y a des préoccupations, » continua l'homme. « La ville est inquiète. Monsieur a déclaré publiquement quelque chose de grave. »« J'ai déclaré ce qui était juste. »« La justice, » rétorqua un autre. « Elle doit suivre des règles. » Le baron inclina légèrement la tête. « Continuez. »« Une fille de domestique, » dit le premier mesurant ses mots, ne peut pas simplement être accueillie comme héritière sans preuve, sans registre, sans légitimité. Le mot résonna comme un coup. « Elle n'est pas héritière, » répondit le baron. « Pas encore. » Les hommes se regardèrent. « Justement pour cela, » dit le plus âgé. « Nous sommes venus vous informer que jusqu'à ce que la situation soit clarifiée, la fillette sera retirée de cette maison. » Le baron sentit le sang lui bouillir. « Retirée, » répéta-t-il avec un calme dangereux. « Pour sa protection, » expliqua l'homme. « Elle sera emmenée dans une institution religieuse où elle recevra des soins appropriés. »« Loin de moi, » compléta le baron. « Loin des scandales, » corrigea l'autre. Le baron fit un pas en avant. « Si quelqu'un la touche sans mon consentement, » dit-il d'une voix basse, mais ferme, « il répondra non seulement à moi, mais à sa propre conscience. »« Baron, » avertit l'homme, « ce n'est pas une menace. »« Non, » répondit-il, « c'est un avertissement. » Pendant ce temps, à l'étage, la fillette se réveillait. Elle sentit que quelque chose n'allait pas, avant même de comprendre quoi. Un serrement dans la poitrine, une inquiétude qui ne correspondait pas au silence de la chambre. Elle tenta de se lever, mais son corps n'obéissait pas encore complètement. La gouvernante entra précipitamment. « Que se passe-t-il » demanda la fillette alarmée. La femme hésita. « Ils disent que c'est commencé. Ils veulent vous emmener d'ici. » Le monde sembla tourner. « Emmener où ?»« Loin » répondit la gouvernante avec regret. La fillette sentit la peur ancienne monter comme une vieille connaissance. La même peur qu'elle avait ressentie quand sa mère était tombée malade, quand elle avait été laissée seule, quand elle avait appris qu'elle ne pouvait compter sur personne. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, » répondit la gouvernante lui tenant la main. « Vous avez tout fait correctement. C'est pourquoi certains ont peur. » En bas, le baron respira profondément. « S'ils veulent des preuves, dit-il, ils n'en auront pas. »« Dit de quoi ?» demanda un des hommes. « De la vérité, » répondit le baron. Les hommes se regardèrent à nouveau. « Cela pourrait ternir votre nom, » avertit le plus âgé. « Mon nom est déjà terni, » répondit le baron, « par le silence que j'ai gardé pendant des années. » Il y eut un instant de tension absolue. « Jusqu'à ce que l'enquête soit conclue, » dit l'homme. « La fillette reste sous votre garde, mais toute tentative de reconnaissance formelle sera contestée. »« Qu'il en soit ainsi, » répondit le baron. Les hommes se retirèrent, insatisfaits.
Dès qu'ils furent seuls, le baron monta les escaliers à toute vitesse. Il entra dans la chambre de la fillette. « Ils veulent m'emmener, dit-elle, avant même qu'ils ne parlent. « Ils ne le feront pas, répondit-il avec fermeté. « Vous le promettez ?» Il s'agenouilla devant elle. « J'ai déjà promis une fois et j'ai échoué, dit-il avec honnêteté, mais cette fois, je me battrai. » Elle le regarda, effrayée. « Je ne veux pas causer de problème. »« Vous n'en avez pas causé, répondit-il. Vous les avez révélés. » Elle sentit les larmes couler. « Je voulais juste qu'ils vivent. »« Et pour cela, dit le baron, lui tenant le visage avec soin, je ne laisserai pas qu'on vous enlève. » Dehors, la ville murmurait. La tension montait. Et maintenant, ce n'était plus seulement une histoire de gratitude, c'était une bataille. Une bataille pour la vérité, pour la justice et pour le droit d'une fillette de ne pas être effacée une fois de plus. L'enquête commença en silence, comme presque tout dans cette ville. Il n'y eut pas d'annonce publique, ni de convocation formelle, juste des visites discrètes, des questions posées d'un ton trop poli et des regards qui examinaient plus que les mots. La vérité n'était pas cherchée par curiosité, elle était redoutée. Le baron le savait, c'est pourquoi il ne quitta pas le manoir un instant. Il passait ses journées entre le bureau et la chambre de la fillette, qui se remettait lentement, encore faible, encore pâle, mais avec des yeux de plus en plus attentifs au monde qui semblait tourner autour d'elle, sans demander la permission. « Il cherche vraiment des choses sur moi ?» demanda-t-elle un après-midi, tandis que le baron ajustait les coussins pour qu'elle s'assied mieux. « Ils cherchent ce qu'ils ont toujours ignoré, répondit-il. Le passé ?» Elle baissa le regard. « Le passé fait mal, murmura-t-elle. Le baron sentit le poids de ces mots. « Mais il libère aussi, compléta-t-il. » Le même jour, le premier coup vint d'où il s'y attendait le moins. Le médecin retourna au manoir, non pas pour examiner quelqu'un, mais pour parler. Son visage était sérieux, presque perturbé. « J'ai été appelé à témoigner, » dit-il après avoir fermé la porte du bureau. « Sur le garçon ?» demanda le baron. « Non, » répondit le médecin, « sur la mère de la fillette. » Le baron sentit son cœur se serrer. « Qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit la vérité, » répondit le médecin, « qu'elle a travaillé jusqu'au dernier jour, qu'elle a demandé de l'aide, qu'elle n'en a pas reçu, qu'elle est morte ici. » Le baron ferma les yeux un instant. « Merci, » dit-il simplement. « Et plus encore, » ajouta le médecin. « Dans les vieux registres, j'ai trouvé quelque chose. » Il retira un papier plié de la poche de son manteau. « Une de mes notes d'il y a des années. J'ai été appelé un jour pour soigner une domestique enceinte. La demande n'est pas venue officiellement, elle est venue de vous. » Le silence tomba comme une lame. Le baron ouvrit lentement les yeux. « Je... » commença-t-il, mais sa voix faiblit. « Son nom était là, » continua le médecin, « et la date coïncide parfaitement avec l'âge de la fillette. » Le baron prit le papier de main tremblante. C'était la preuve qu'il craignait et dont il avait besoin. « Cela change tout, » murmura-t-il. « Pour la ville, » dit le médecin. « Peut-être. Pour moi, cela ne fait que confirmer ce que j'ai vu dans vos yeux ces derniers jours. » Le baron acquiesça. « Merci de ne pas vous être tu. » Le médecin respira profondément. « Le silence tue, » répondit-il. « Je l'ai appris trop tard. » Pendant ce temps, l'enquête avançait par d'autres voies. La gouvernante fut appelée, puis d'anciens domestiques. Certains résistèrent, d'autres parlèrent. De petits détails commencèrent à s'aligner. Le manque de registres de paiement, les ordres contradictoires, les nuits où la mère de la fillette avait été vue pleurant seule dans la cour. Et enfin, quelque chose d'inattendu apparut. Une vieille boîte poussiéreuse, oubliée au fond d'un entrepôt qui n'était presque jamais ouvert. À l'intérieur, peu de choses. Un mouchoir brodé, une petite médaille et une lettre. La gouvernante reconnut l'écriture instantanément. « C'est la sienne, » dit-elle, la voix étranglée. La lettre n'avait jamais été envoyée. Elle était courte, simple, écrite avec soin, comme si chaque mot avait été pensé maintes fois. Elle parlait de regret, de silence, d'une fille qui méritait plus que l'invisibilité.
Et surtout, elle parlait d'un homme qui n'avait jamais été nommé, mais qu'elle espérait qu'un jour aurait le courage de regarder. Le baron lut la lettre en silence. Quand il eut fini, il la plia avec soin et la serra contre sa poitrine. « Elle savait, murmura-t-il, elle a toujours su. » Cette nuit-là, il entra dans la chambre de la fillette avec la lettre dans les mains. Elle était éveillée, observant la flamme de la lampe danser. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. Elle acquiesça. Le baron hésita avant de parler. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit-il, « quelque chose qui appartenait à votre mère. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Ma mère ?» Il lui tendit la lettre. La fillette tint le papier avec soin, comme si elle craignait qu'il ne se désagrège. Elle lut lentement. Ses lèvres tremblèrent. Les larmes vinrent en silence. « Elle a écrit cela pour moi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Elle a écrit en pensant à vous » répondit-il. Elle porta la lettre à sa poitrine. Alors, elle ne m'a jamais laissé seul. Le baron sentit le nœud dans sa gorge se serrer. « Jamais, dit-il. » L'enquête approchait de sa fin, mais la ville n'était pas prête à accepter le résultat. Certains hommes faisaient pression, d'autres menaçaient. Le nom du baron était discuté à des tables où il était auparavant intouchable. « S'il tombe, nous emportons tout avec lui, » disèrent certains. Le baron savait que le lendemain déciderait de tout. Cette nuit-là, avant de se retirer, il parla à la fillette avec une sincérité qu'il ne s'était jamais permise. « Demain, il pourrait essayer de nous séparer à nouveau, » dit-il. « Il pourrait essayer de me prendre tout ce que j'ai. » Elle le regarda, effrayée. « Et vous ?» Il sourit, un sourire triste, mais ferme. « J'ai déjà tout perdu une fois, » répondit-il. « Je ne vous perdrai pas aussi. » Elle lui tint la main. « Quoi qu'il arrive, » dit-elle, « merci de m'avoir vu. » Le baron sentit les larmes couler librement, parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain, la vérité ne demanderait pas la permission. Elle s'imposerait. Le jour se leva lourdement. Il n'y avait pas assez de soleil pour réchauffer la tension qui planait sur la ville, ni assez de nuages denses pour cacher ce qui était sur le point de se produire. La décision serait prise, et il n'y aurait aucun moyen de la reporter. Le baron se réveilla avant tout le monde. Il s'habilla en silence, avec une précaution presque cérémonielle. Il ne porta pas de vêtements de deuil. Il ne choisit pas non plus des tenues de fête. Il opta pour quelque chose de simple, digne, comme quelqu'un qui n'allait pas défendre un titre, mais une vérité. Avant de quitter la chambre, il alla jusqu'au lit de la fillette. Elle dormait profondément, encore fragile, serrant la lettre de sa mère. Son visage était plus serein qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Pour la première fois, il n'y avait pas de peur là. Le baron resta à l'observer de longues minutes. « Aujourd'hui, » murmura-t-il, « personne ne décidera plus pour vous. » Dans le grand salon de l'hôtel de ville, les chaises étaient occupées avant même l'heure prévue. Des administrateurs, des représentants religieux, des membres de l'élite locale et des curieux se répandaient dans l'environnement, formant une mosaïque d'attentes conflictuelles. Lorsque le baron entra, le brouhaha cessa. Il marcha jusqu'au centre du salon d'un pas ferme. « Nous sommes ici, » commença le juge local, « pour conclure l'enquête concernant la mineure sous la tutelle du baron. » Le baron ne s'assit pas. « Monsieur le juge, avant toute décision, » dit-il, « je demande la permission de parler. » Le juge hésita, mais acquiesça. Le baron respira profondément. « Pendant de nombreuses années, » commença-t-il, « j'ai été un homme respecté pour mes biens, non pour mes actions. J'ai permis au silence de couvrir les erreurs. J'ai permis à des gens de souffrir pendant que je maintenais ma position intacte. » Certains détournèrent le regard. « La mère de cette fillette est morte en travaillant pour moi, » continua-t-il, « sans soutien, sans reconnaissance. Et ce n'est pas un accident, c'est un manquement moral. » Un murmure traversa le salon. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour demander l'absolution, » dit-il. « Je suis ici pour assumer mes responsabilités. »
Le juge s'éclaircit la gorge. « Monsieur le baron, les preuves recueillies ?»« Je sais quelles elles sont, l'interrompit-il, et je les accepte toutes. » Le médecin fut appelé, la gouvernante, d'anciens domestiques. Chaque témoignage renforçait la même vérité. La fillette avait été invisible par la commodité de tous. Enfin, la lettre fut lue. Le salon resta dans un silence absolu. « Devant les preuves, dit le juge, après de longues minutes, le lien de sang entre le baron et la mineure est reconnu. » Certains retinrent leur souffle. « De plus, continua-t-il, il n'y a pas de base légale pour la retirer de votre tutelle. » Le baron ferma les yeux, mais le juge n'avait pas encore terminé. Cependant, la décision finale revient au baron lui-même. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Monsieur souhaite-t-il la reconnaître formellement ?» Le baron n'hésita pas. « Oui, répondit-il. Non comme une obligation, mais comme un choix. » Le juge acquiesça. « Alors c'est fait. » Au même instant, à l'extérieur du salon, la fillette attendait. Elle n'avait pas été autorisée à entrer. On lui avait dit que c'était pour son bien, mais son cœur battait trop fort pour accepter l'attente passivement. Quand la porte s'ouvrit et que le baron apparut, elle se leva avec effort et demanda, la peur d'entendre la réponse. Le baron marcha lentement vers elle, s'agenouilla devant elle. « Ah, si vous le voulez, dit-il, la voix étranglée, vous ne serez plus jamais appelée la fille de la domestique. » Elle sentit le monde s'arrêter. « Que serais-je » murmura-t-elle. Le baron sourit, les larmes aux yeux. « Ma fille. » Elle ne répondit pas, elle l'étreignit simplement. Et dans cette étreinte, il y avait tout. L'enfance perdue, la douleur silencieuse, la mère absente, le garçon sauvé, le silence brisé. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration, juste une compréhension profonde que quelque chose avait été réparé, tard, mais pas trop tard. Dans le manoir, quelques jours plus tard, le garçon, Adrien, courut dans le jardin pour la première fois en semaine. « Sœur !» appela-t-il en riant. Elle sourit, s'asseyant au soleil. Le baron observait de loin. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il avait enfin appris à honorer le présent. Dans cette maison, il n'y avait plus d'invisible, et la fortune qui autrefois ne lui apportait pas le bonheur avait enfin trouvé un sens. Certaines blessures ne disparaissent pas, mais elles apprennent à ne plus faire mal. Dans cette maison, le silence cessa d'être un abandon pour devenir un repos. La fillette, autrefois invisible, apprit qu'elle n'était pas trop petite pour changer les destins. Et le baron, qui avait tout, découvrit qu'il n'était riche que lorsqu'il apprit à aimer. Parfois, ce n'est pas le sang qui crée une famille, c'est le courage de rester quand tout le monde s'en va. Et cet enfant donné pour mort a vécu parce que quelqu'un y a cru quand personne d'autre n'y croyait.